Stroll veut une AMR 22 plus prévisible. Il aimerait se sentir plus à l'aise au volant. On apprend toujours, mais je pense que de mon côté, je veux me sentir mieux et plus à l'aise avec la voiture. J'ai toujours l'impression que je ne suis pas assez confiant dans la voiture, que je manque de précision et que la voiture est imprévisible. Je dois continuer à travailler pour revenir là où j'étais l'année dernière et l'année précédente avec une voiture plus prévisible et plus confortable. Maintenant, c'est juste un peu difficile pour moi, je dois continuer à travailler avec mes ingés pour essayer de régler ça. Le Canadien a connu un début de saison très difficile, notamment avec la première version de la MR22, mais peine encore à se mettre dans le rythme avec la version B de la monoplace. Il explique ce qui lui convient pas sur les fins de cette génération. Juste les caractéristiques de la voiture très rigides et peut-être les réglages, je ne pilote pas la voiture de quelqu'un d'autre, mais nous devons essayer de continuer à travailler et à comprendre. C'est plus difficile cette année que ces dernières années de trouver du confort et du rythme. Et oui, Stroll qui se fait atomiser par Sébastien Vettel, même si, bon, il a quand même marqué un point à domicile incroyable. Bravo Stroll, c'était pas gagné, vu les qualifs. Donc voilà, Aston Martin, ça progresse, mais lentement. Je vous laisse commenter, ciao. Alors Villeneuve, encore lui. Russell a perdu le podium à cause d'une mauvaise décision. S'il bat Hamilton, sa carrière sera faite. Il n'y a rien de brave à propos de ça, rien, car sur le papier, il était impossible que ça fonctionne, donc les slicks en Q3. Il faisait un froid glacial, c'était encore très humide, et c'était déjà difficile pour les pilotes de faire marcher leurs pneus avec les intermédiaires. Alors comment auriez-vous pu mettre la température dans les slicks? Ça c'est vrai que bon, c'était une décision étrange. Lorsque vous êtes dans une Williams, comme ce fut le cas en Russie, vous êtes soit dernier, soit vous prenez la bonne décision et vous êtes devant, fantastique. Mais lorsque votre voiture vous permet d'être 4 ou 5, ce n'est vraiment pas la bonne décision à prendre. Ça lui a coûté une qualif devant son équipier ainsi que le podium. Il avait le rythme très clairement. Villeneuve estime que Russell n'a qu'un seul et unique objectif à avoir cette saison, battre Hamilton. Il a l'expérience désormais, il a passé plusieurs années au volant d'une mauvaise voiture, difficile à piloter. Il n'avait donc pas de problème avec une Mercedes difficile qui rebondit. Tout ce qui est importé pour lui était de battre Lewis. Il sait depuis le début de saison qu'il n'a pas la voiture capable de gagner le championnat. S'il bat Lewis, sa carrière sera faite et c'est tout ce qui lui importe. De plus, les deux étant britanniques, s'il bat Lewis, c'est bon, sa carrière sera réussie. C'est sa seule priorité depuis le début. Battre Lewis, battre Lewis. Ah, il veut ça, hein, Villeneuve. Il veut combattre Lewis, hein. Incroyable. Eh ben, pour l'instant, il est devant Lewis au championnat. On verra à la fin si c'est toujours le cas. À moins que Lewis réagisse. La lutte va être intense chez Mercedes. Ciao. Alors Mercedes confirme de nombreuses évolutions pour Silverstone. C'est un circuit qui nous conviendra un peu mieux. Qui a dit ça? Mike Elliott, ok. Une chose est sûre, c'est que nous allons pousser aussi fort que possible pour la prochaine course. On va apporter de nombreuses évolutions à Silverstone, nous essaierons de faire avancer la voiture un peu plus vite, en essayant de trouver un peu de rythme dans le package que nous avons, grâce à la meilleure compréhension que nous avons maintenant de la voiture, ainsi que grâce aux nouveautés qu'on va y ajouter. En même temps, nous devons être honnêtes avec nous-mêmes et dire que pour le moment, nous sommes juste un peu trop en retard sur les leaders, Ferrari et Red Bull. Et dans une course normale, ça va être difficile d'aller les chatouiller lors de notre course à domicile. Mais après 3 courses urbaines ou semi-urbaines consécutives, Silverstone représente un retour à des circuits plus conventionnels en F1. Et après avoir montré du potentiel sur le dernier circuit de cette acabit en Espagne, Elliott espère voir Mercedes progresser et offrir un spectacle intéressant à ses fans à domicile. Silverstone est un circuit qui nous conviendra un peu mieux, comme Barcelone, mais ce sera peut-être un peu difficile. Quoi qu'il arrive, nous pousserons aussi fort que possible. Oui, il y aura certainement plus de boss qu'à Barcelone pour le coup. Nos pilotes vont attaquer au maximum parce qu'ils seront devant leurs fans et parce que nous voulons renouer avec la victoire. Nous voulons gagner pour l'équipe, nous voulons vraiment gagner, et nous voulons gagner pour les fans. Ok, donc c'est quoi l'objectif? La victoire du coup? Ou la 4ème, ou la 5ème, ou la 6ème place? Bah, déjà que la lutte va être acharnée entre Red Bull et Ferrari, si Ferrari n'a pas de problème de fiabilité évidemment. Alors est-ce que Mercedes pourrait se mêler à cette lutte? Ça serait beau, moi je dis oui. Hein. J'ai beaucoup d'espoir pour Silverstone, mais bon, j'espère qu'on sera pas déçus. Donc la Mercedes, allez, ciao ciao. Alors Grosjean, il est pas d'accord avec la pena que s'est pris Alonso au Canada. Laissez-les se battre. Non mais attends, moi je veux bien qu'on les laisse se battre, mais il faut pas non plus zigzaguer en pleine ligne droite pour bloquer l'autre quand même. Sinon il n'y a plus aucun dépassement en Formule 1. Hein. Déjà qu'on se plaint qu'il n'y en a pas assez, alors là en plus si tout le monde fait ça... Bon, il a déclaré quoi Romain? Quel plaisir de voir Fernando performer. Si vous regardez un pilote de 20 ans disputer sa première saison en F1, vous verrez la même passion, le même feu que chez Fernando. Il a été très rapide sur le sec vendredi, puis il a été très impressionnant sur le mouillé. Je pense qu'il avait une stratégie intéressante le dimanche, il est resté longtemps en piste avec le pneu médium, 20 tours. Il est peut-être l'un des seuls pilotes qui aurait tenté une stratégie à un seul arrêt durant la course, sans intervention de la voiture de sécurité, virtuelle puis réelle plus tard. Oui, mais en même temps, on sait que Montréal est propice au safety car et au VSC, hein, donc est-ce que c'était la bonne stratégie? Il a finalement écopé d'une pénalité de 5 secondes après la course, je suis plutôt en désaccord avec ça. Certes, il a bougé 2 fois dans la ligne droite, mais cette ligne droite n'est pas droite. Ce n'est pas facile d'aller tout droit. Mais non, mais quoi? C'est quoi cette argumentation? Pété, là. Éclaté au sol. Désolé, Romain, là. Non, je suis en accord avec ce qu'il dit la plupart du temps, mais là, non.
désolé, ça passe pas. Deuxièmement, c'est une course bon sang, laissez-les se battre, laissez-les se défendre, laissez-les tout donner. C'est bien d'avoir des règlements, mais n'en faites pas trop. Ça ne méritait pas 5 secondes, c'est mon opinion. Peut-être que j'ai tort, mais c'est mon sentiment. Je dirais même que ça méritait 10 secondes. Allez, bim! Eh ben, imaginez Romain Grosjean, commissaire de course, en chef, ou alors Romain Grosjean qui fait les règlements, encore pire. Ça serait la porte ouverte à tous les mauvais coups, en fait, en piste. Ça serait très sale, hein, franchement. Bon, bah, vous avez vu la vidéo, hein, de toute façon elle est dispo sur Team Motorsport. Je vous remets le lien si vous l'avez raté dans la description. Pensez vous abonner à la chaîne aussi. Et dites-moi hein, ce que vous en pensez du coup. Est-ce qu'Alonso méritait ces 5 secondes de pénal ou pas? Grosjean a l'air de dire que non, il n'aurait pas dû être pénalisé. Moi je trouve que si quand même, c'est abusé là. Ciao ciao. Démonie, tout le monde se fichait du confort des pilotes à mon époque. Les pilotes de F1 actuels se plaignent-ils trop? Ah, c'était pas la même époque, Damon aussi. Il était suggéré que Mercedes se plaignait car elle souffrait plus que n'importe qui. Mais il semblerait que la voix d'autres pilotes en provenance d'autres équipes se soit élevée. A déclaré Damon. De plus, la FIA surveille l'accélération verticale à laquelle les pilotes sont sujets. Et il y a aussi le talonnage, car ces voitures tapent le sol, donc pauvre pilote. Comment il dit ça, lui? Je suppose qu'il a peu de sympathie à l'égard des pilotes. Ils sont très bien payés pour faire ce qu'ils font, et ils aiment ça. Mais qu'en est-il des effets sur le long terme hein? De la même manière qu'au rugby et d'autres sports, ils ont examiné comment le pilote ou l'athlète peut avoir des séquelles plus tard dans sa vie. Personne ne souhaite que les pilotes se blessent, donc la FIA prend ça très au sérieux et les inciteront d'autres mesures plus tard. Lewis disait qu'il aurait pu se cracher à plusieurs endroits à bas coût, et il est clair que nous tempérons toujours les propos d'un pilote. Vous vous demandez s'ils n'en font pas volontairement trop pour essayer d'en tirer davantage. Nous pouvons maintenant voir que les données sont enregistrées dans le cockpit, et la FIA peut voir si les pilotes disent la vérité ou non. Mais le fait est que nous ne savons pas quels effets ça peut avoir sur le long terme au niveau de la colonne vertébrale du cou ou même du cerveau. C'est donc un sujet compliqué pour le moment. Mais il est certain qu'à notre époque, tout le monde s'en fichait. Ça ne faisait pas partie des préoccupations. Oui, mais alors, c'est pas parce que tout le monde s'en fichait à l'époque que c'était bien, forcément. Au contraire, non, ils auraient dû s'en préoccuper plus, du coup, de la santé des pilotes. Même si à l'époque, il n'y avait pas ce talonnage, ce marsouinage qu'il y a maintenant, quoi. Il y avait d'autres problèmes, certes, mais bon. La première fois que les voitures à effet de sol furent introduites, les directeurs d'équipe disaient aux pilotes de s'asseoir sur leur portefeuille afin d'être installés plus confortablement. C'était donc la mentalité à l'époque. Oh la vache. Ouais, mais alors l'effet de sol, ça a duré qu'un temps, hein, là-bas, à l'époque. Bon, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire combien d'années exactement la réglementation à effet de sol dans les années 70-80 a duré. Faudrait chercher, mais bon. Ça a pas duré plus de 10 ans, je pense. Ou voire 12-13 peut-être, mais pas plus. S'il y en a qui savent, hein, dites-moi en commentaire. Je ne suis pas incollable sur la F1. On peut pas tout savoir non plus. Allez, ciao ciao. Jackie Stewart salue la carrière d'Hamilton, mais il dit maintenant que il faudra arrêter Lewis. Plutôt que de subir la douleur de ne pas avoir de succès. Il s'est extrêmement bien débrouillé. Il a eu des débuts modestes. Son père avait 4 ou 5 emplois pour lui permettre de faire du karting avant qu'un homme appelé Ron Dennis ne le prenne. Parce qu'il était si bon en karting. Et il l'emmène chez McLaren. Et on lui faisant gagner des grands prix donc. Il est très talentueux. Quand le moment est venu de partir, c'était sa décision. Pas celle de Ron Dennis. C'était la décision d'Hamilton d'aller chez Mercedes parce qu'il a vu le potentiel de ce qu'ils avaient à offrir. Cependant, Stewart pense qu'Hamilton devrait décider de quitter la F1 maintenant, pour s'éviter la possibilité de faire des saisons de trop. Il lui prédit un avenir réussi dans d'autres domaines, mais ne pense pas qu'il devrait persister au plus haut du sport auto s'il veut éviter la frustration. Il a la musique, la culture, il aime les vêtements et le business de la mode lui conviendrait parfaitement. Je suis sûr qu'il aura beaucoup de succès car il a gagné énormément d'argent et à juste titre. Il a été le meilleur de son temps. J'aimerais qu'il parte maintenant, c'est dommage qu'il ne parte pas au sommet. Mais je ne pense pas que ça va se produire néanmoins. Il est plus sage d'arrêter que de subir toute la douleur, de ne pas être capable de faire ce qu'on faisait avant. Bah, après, ça va peut-être durer qu'une année, hein, la douleur de perdre, on va dire, de pas gagner de Grand Prix. Peut-être qu'en 2023, ils seront de retour aux affaires, Mercedes. Par contre, effectivement, si en 2023 c'est toujours pareil, peut-être qu'il faudrait effectivement arrêter, ouais, à la fin de la saison 2023. Mais bon, il peut se passer beaucoup de choses d'ici là, donc on verra ce qui se passe en Formule 1. Vous en pensez quoi, vous? Est-ce qu'Hamilton doit arrêter sa carrière? Au sommet, entre guillemets. Même si là, il est plus trop au sommet, hein, pour le coup. Ciao. Et allez, une nouvelle ville se dit prête à accueillir un Grand Prix. Il s'agit de Madrid. Une menace encore le matin pour Barcelone. Encore un Grand Prix urbain, mais non. Faut arrêter avec ça, c'est pas de la Formule 1, là. Hein. J'ai le plaisir de vous écrire au nom du gouvernement de la communauté de Madrid pour vous faire part de notre intérêt pour le développement d'un Grand Prix à Madrid. Comme vous le savez peut-être, la région de Madrid connaît un développement économique et social exceptionnel dans le contexte espagnol et européen. Nous accueillons un nombre croissant de visiteurs du monde entier et les compétitions sportives sont de plus en plus prestigieuses et appréciées dans la communauté de Madrid.
Je crois que la tenue à Madrid d'un événement de course automobile, qui est l'un des phénomènes sportifs les plus passionnants de notre époque, sera un succès pour tous les professionnels, institutions et entreprises impliqués dans le développement de la F1. Bien entendu, ça serait également une satisfaction pour toute la région et ses citoyens. C'est pourquoi le gouvernement de la communauté de Madrid a le plus grand intérêt à le rendre possible. En résumé, je voudrais confirmer notre engagement envers vous et envers ce projet ainsi que notre volonté de signer les accords appropriés pour promouvoir la course et offrir un grand spectacle sportif et divertissant. Les contours de ce Grand Prix sont largement flous pour le moment. D'une part, Barcelone a un contrat avec la F1 jusqu'en 2026. D'autre part, le projet ne dit rien sur l'emplacement du circuit dans la ville, aux alentours comme à Montmelo, près de Barcelone actuellement, avec quel financement, etc. Espérons que Madrid ait plus de choses dans la besace à montrer. Ouais, bon, c'est encore du blabla inutile tout ça. Hein. Monsieur Enrique Lopez, là, je suis pas sûr que ton Grand Prix de Madrid il ait lieu à court terme. Hein. À mon avis, ça sera pas avant 2026 si le contrat de Barcelone n'est pas renouvelé. Et ils iraient ailleurs en Espagne du coup. Bon, à suivre. Vous en pensez quoi, vous? Ciao. Alors, il semblerait que la Formule 1 revienne en arrière et rechange son format de week-end des Silverstone et conférences de presse reviennent le jeudi. Alors honnêtement, c'est mieux. C'est mieux le jeudi parce que du coup, le truc c'est que le jeudi, du coup, avant les Grands Prix, il se passe pas grand-chose. Et le vendredi, il se passe plein de trucs. Trop de trucs en fait, on peut pas tout gérer là. Donc c'est mieux que ça soit étalé. Rien ne changera dans l'action en piste, mais les devoirs médiatiques des pilotes vont légèrement évoluer. Depuis le début de saison, les conférences de presse se tenaient le vendredi matin, avant que les essais commencent. Désormais, les pilotes retrouveront une conférence le jeudi après-midi, 23h avant le début des EL1. La décision doit être encore confirmée, et elle verrait 10 pilotes participer. 2 séances de 30 minutes avec 5 pilotes chacune auront lieu, tandis que les 10 autres pilotes non convoqués seront obligés de participer à des devoirs médiatiques avec leur équipe. La conférence des patrons se tiendra toujours le samedi matin, peu avant les EL3. Des équipes s'étaient plaintes d'une journée du vendredi chargée, tandis que les pilotes devaient être présents le jeudi. Donc au final, autant mettre la conférence le jeudi. Hein. Ouais, bah c'est mieux. Honnêtement, c'est beaucoup mieux. Donc bah du coup, attendez-vous à avoir pas mal de news, des déclarations de chacun le jeudi après-midi, voire le jeudi soir. Et le vendredi, bah, on s'occupera de ce qui reste en déclaration, et puis des essais libres aussi. C'est mieux comme ça. Je vous laisse commenter. Ciao. Alors, il y a une rumeur un peu folle qui est apparue là sur les réseaux sociaux. Mais voyons un peu ce que déclare le circuit de Spa suite au risque qui disparaisse du calendrier à court terme. Il devient de plus en plus clair que le circuit belge pourrait se retrouver sans place sur le calendrier des 23 à 24 courses prévues pour 2023, alors que le propriétaire de la F1 Liberty Media exploite de nouveaux événements très médiatiques, notamment à Miami et bientôt à Las Vegas. L'accord actuel du Grand Prix de Belgique à Spa expire après 2022. Il est vrai qu'il y a une demande de la F1 pour introduire une plus grande composante de divertissement. Ils ont dit que l'histoire est quelque chose de formidable, mais nous avons besoin de plus. Nous avons décidé de les écouter, de les suivre dans la nouvelle façon de tenir des événements de F1. Une voie plus américaine avec plus de divertissement, etc., etc. Le président du Grand Prix de Spa, Melchior Wathelet, est rentré mardi en Belgique depuis Londres, après avoir rencontré les responsables du Liberty Media. La dernière rumeur un peu folle et non confirmée, on précise qu'elle est non confirmée, hein, c'est une rumeur comme ça quoi. Si Spa ne parvient pas à conclure un accord avec Liberty Media, une solution de compromis pourrait être une manche hors championnat dans laquelle les équipes de F1 alignent des jeunes pilotes au lieu de leurs pilotes habituels. What? Ah mais ça serait énorme, hein. Ça serait grandiose. Donc en gros, il n'y aurait aucun pilote actuel du plateau. Dans cette course, tu aurais 2 jeunes pilotes chez Mercedes, 2 jeunes chez Ferrari, 2 jeunes chez Red Bull, etc. etc. Bon, en gros, ce serait des pilotes de F2, hein, la plupart, je pense, ou des pilotes de Formule E, comme chez Mercedes, Stoffel Van Dorn, De Vries, etc. Alors honnêtement, à la limite, pourquoi pas? Ça pourrait être rigolo. Évidemment, ça ne compterait pas au championnat. Ça serait une course d'exhibition, on va dire, qui durerait peut-être même pas 1h30. Mais ouais, je demande à voir. Alors après, ça serait un peu idiot de faire une course quand même, de faire un week-end de Grand Prix, de pas le compter au championnat. Mais bon, ça pourrait au moins permettre au Grand Prix de se tenir d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas les pilotes habituels. Bon, vous en pensez quoi cette rumeur? Est-ce que vous voudriez voir ça en place? Une course avec que des jeunes pilotes? Allez, ciao ciao. Coulthard, aux équipes de comprendre les règlements, selon lui, concernant le marsouinage. Coulthard, lui-même ancien pilote de F1, se range clairement dans la deuxième catégorie, donc, de ceux qui s'en sont accommodés. L'Écossais estime que c'est bien aux équipes de trouver des solutions. Ça dépend de la manière dont vous comprenez les règles. Adrian Newey, avec qui j'ai travaillé lorsque j'étais chez Williams, disait toujours qu'il fallait lire les règlements pour voir ce qu'ils disent, mais surtout, ce qu'ils ne disent pas. Il s'agit de trouver la moindre faille et d'en tirer un avantage. C'est logique, n'est-ce pas ? Si vous ne faites que cocher des cases, comment allez-vous surpasser vos concurrents? Alors, à l'image d'autres années, comme celle de l'introduction des pneus rainurés ou quand les voitures plus étroites ont été introduites, il y a des mises à jour constantes de la part des délégués techniques. Bien évidemment, les équipes qui en pâtissent le plus font leur possible pour se faire entendre et obtenir un résultat.
Tout le monde doit s'adapter au même règlement technique. J'étais dans une situation où j'ai eu l'avantage, grâce au fait que mon équipe avait fait du meilleur travail. J'ai aussi été dans la situation inverse, où l'équipe ne faisait pas du très bon travail, et vous en souffrez. Parfois, ça sera au niveau du dos. Oui. Alors, je suis pas sûr qu'il ait souffert du dos dans sa carrière, Coulthard, mais bon. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de marsouinage dans les années 90-2000, hein, quand même. C'était pas du tout la même chose. Hein. Faut pas trop comparer, je pense. Mais bon, après, d'un côté, oui, il a raison dans ce qu'il dit. Hein. C'était aussi aux équipes d'anticiper, on va dire, le marsouinage, ce que certaines n'ont pas eu l'occasion de faire. Comme Mercedes, malheureusement. Alors, leur concept était incroyable, hein, en soufflerie. Par contre, les rebonds, ça, ils l'avaient pas prévu. C'est un petit peu dommage, quand même. Allez, ciao, ciao. Sainz a-t-il perdu à Montréal à cause de l'épingle? Apparemment, la Ferrari tournait pas comme il voulait. Ça, c'est un peu con, quand même. Donc Villeneuve a déclaré Ferrari est la voiture la plus rapide, vous pouvez vous en percevoir dans les virages, mais Sainz ne parvenait pas à passer l'épingle, la voiture ne tournait pas. Il souffrait d'un gros sous-virage, et lorsqu'il remettait les gaz, il partait dans tous les sens. Ça a permis à Max de garder un écart suffisant pour rester devant. De plus, la Red Bull est rapide dans la ligne droite, à tel point que même avec le DRS ouvert, la Ferrari n'avait pas suffisamment de vitesse. Il aurait fallu que la ligne droite soit un peu plus longue de 100, 200, 300 mètres peut-être. Mais le plus gros problème de Sainz donc c'était l'épingle. Il n'y avait pas grand chose pour que Carlos puisse passer Verstappen à moins de tenter un plongeon à l'épingle. Pour le passer, en ne passant pas le virage, il ne pouvait jamais être suffisamment proche. Ouais, il a pas tort, hein, Villeneuve, là, pour le coup. Si Sainz a donc été pénalisé par le sous-virage de sa Ferrari, Villeneuve avait également salué la nouvelle démonstration de Max Verstappen à Montréal. C'était une performance typique de Max. Il est toujours à 100%. Il ne se relâche jamais. Il est toujours en bonne condition physique. Il n'est jamais en retrait lors d'un week-end. Il ne fait pas d'erreur. C'est un pilote difficile à battre pour toutes ces raisons. Voilà, donc pour l'analyse de Jacques Villeneuve. C'est dommage, hein, que la Ferrari tourne pas à l'épingle, là, quand même. Je vous laisse commenter, ciao ciao. Alors, une rumeur qui datait de la semaine dernière, Giovinazzi pourrait remplacer Schumacher chez Haas en 2023. Ah non. Oh non, 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 pas lui, hein, désolé, non. Faut arrêter, là. Le mec qui arrive déjà pas en Formule 1, il va pas revenir en Formule 1, non? Écoutez, il y a d'autres pilotes que Giovinazzi, putain, il va pas revenir quand même. Bon, après, c'est une rumeur, hein. Ne prenons pas ça au pied de la lettre non plus. S'il est vrai que le profil de l'Australien Oscar Piastri est très attractif, il y a le fait que le troisième pilote de l'Alpine devrait s'engager avec Williams. On satisfait des résultats du Canadien Nicolas Latifi. Par conséquent, Giovinazzi pourrait être le candidat idéal parce qu'il est apprécié par la Scuderia compte tenu de la relation entre Maranello et Haas. Haas est peut-être intéressé par Oscar Piastri, mais la réalité est que Ferrari a beaucoup d'influence sur le choix des pilotes de l'équipe américaine et veut que Giovinazzi revienne dans les fins, a déclaré Joe Saward sur son blog personnel. Considérant que Piastri semble destiné à Williams, Haas finira par signer l'Italien spécifiquement comme pilote aux côtés de Kevin Magnussen. Non, non, non. À la limite, je préfère encore garder Mick Schumacher. Hein. Non, pas Giovinazzi, pitié quoi. Bon, vous en pensez quoi, vous? Ciao. Rosberg qualifie la rivaux de Verstappen de désastreux. Ok, d'accord. La violence de Nico Rosberg. Il est tellement confiant et pilote à un niveau incroyable. En qualif, dans ces circonstances difficiles, il conduisait à la perfection. La pression qu'il a subie de la part de Sainz ne doit pas être sous-estimée. Dans la voiture, c'est un sentiment horrible. Vous avez tout fait parfaitement, puis à cause d'une voiture de sécurité, vous avez soudainement une Ferrari derrière vous avec une triple zone DRS. Tellement de pression. Oui, et bah, Hamilton en sait quelque chose à Abu Dhabi 2021, du coup. C'est chacun son tour, hein. Sauf que là, Sainz, il avait pas des pneus neufs plus tendres que lui. Si vous faites la moindre erreur, il est parti, il est passé et vous perdez la victoire. Il a géré ça parfaitement. C'est vraiment impressionnant. C'est beaucoup de temps au tour que vous gagnez en ayant le triple DRS. Je ne suis pas sûr du calcul, mais c'est certainement plus d'une demi-seconde par tour. Et avec la vitesse de la Ferrari, c'était tellement difficile. Ouais, mais la vitesse, justement, en ligne droite, n'était pas si terrible pour Ferrari. Donc, au final, c'est pour ça qu'il est resté derrière. Leclerc, de l'autre côté, où tous ses autres concurrents en championnat comme Perez, ils sont juste désastreux en ce moment, avec tellement de choses qui vont mal. George Russell est seulement 15 points derrière la P2 au championnat. Ça vous dit vraiment à quel point la saison des autres est désastreuse. Si George, avec la voiture qu'il a, est si proche. Bon, il a raison, là, clairement, c'est pas du tout normal, quoi. Il devrait pas être si proche de la deuxième place, logiquement, Russell. Hein. Ils ont perdu tellement de points, Ferrari. Même Perez aussi, hein. Il a connu beaucoup de problèmes de fiabilité, Perez aussi. Il semblerait que, ouais, Verstappen, bon, certes, il a eu 2 abandons en début de saison, mais depuis là, il est blessed, comme on dit. Tout va bien pour lui, c'est magnifique. Voilà, et bien on verra comment ça se passe lors des 4 prochaines courses avant la mi-saison. Enfin, pas la mi-saison, mais la pause estivale du coup. Il reste 4 courses avant la pause de cet été. Allez, ciao. Ferrari raconte un week-end différent pour Leclerc au Canada. Alors Ferrari, ils aiment bien balancer des évidences en fait. Oui, c'était un week-end différent. En partant dernier, effectivement, oui. Alors, voyons ce qu'a dit Inaki Rueda, directeur de la stratégie en course. Avec Charles, nous avons eu un week-end très particulier car nous sommes arrivés en sachant qu'on devrait partir en fond de grille. Sachant ça,
On a organisé tout son week-end différemment. La location des pneus pour le vendredi était différente, son plan de qualif était différent, même son pneu pour le départ était différent. En partant de 19ème, l'objectif de Charles était de doubler autant de voitures que possible dans le premier relais, puis de faire ce que nous appelons une stratégie offset. Une stratégie offset consiste à chausser le pneu dur pour un très long relais au départ, puis à chausser pour un très court relais à la fin, un médium ou un tendant. Rueda indique que le premier relais de Leclerc a été crucial pour sa remontée, avant qu'il ne rencontre Ocon sur son chemin. Sa fin de course aurait pu être meilleure si son arrêt au stand n'avait pas été raté par la Scuderia. Et oui, encore une fois, un arrêt au stand raté. Allô, qu'est-ce qui se passe? Virez les mécanos, hein. Charles a réussi à faire un très bon relais, et de la 19ème place sur la grille, il s'est retrouvé 6ème au début de course. Quand il est arrivé derrière Ocon, il s'est retrouvé derrière une voiture avec des pneus beaucoup plus frais. Charles a essayé autant qu'il a pu, mais il n'a pas pu dépasser Ocon à ce moment-là. Nous avons essayé de dépasser un grand groupe de voitures à l'arrière, mais nous avons vu que le rythme d'Ocon n'était pas bon pour les dépasser. Mais un arrêt au stand lent a fait que Charles est sorti derrière tout ce groupe. Charles a fait un bon travail, il a réussi à doubler tout le monde, pour ensuite rester en piste pour la voiture de sécurité et terminer 5ème. Et oui, le boulet Ocon, décidément, lui c'est le nouveau Jarno Trulli, hein. Il bouchonne tout le monde. C'est insupportable. Décidément, incroyable. Bon, en espérant que Silverstone se passe bien pour Charles Leclerc, qui a besoin d'urgence de points par rapport à Verstappen. Ciao, ciao.